5, 4, 3. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de les idées de Walter Benjamin sur le sujet de idéologie, photographie et cinéma. Donc, Walter Benjamin a écrit un texte qui a été traduit en français en 1936 qui s'appelle d'œuvres d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée. Et ce texte était vraiment un grand texte et ils ont vraiment influencé, le texte a influencé beaucoup de domaines, y compris la communication médiatisée. Juste pour vous dire quelques renseignements, Walter Benjamin a été un critique littéraire, critique d'art et traducteur, et il venait d'Allemagne. Il a été influencé par Karl Marx. Juste faire attention, parfois on cite Karl Marx dans le contexte de la politique du communisme, mais Karl Marx, il était aussi un philosophe. Donc, il était vraiment influencé par les idées. Donc, j'ai pris ce texte de Wikipédia, peut-être c'est trop facile, mais j'ai fait ça parce que ça donne un bon résumé du lien entre le marxisme et le capitalisme. Vous pouvez lire ce texte, mais qu'est-ce qui est important? C'est le lien entre le marxisme et le travail aliénant. Parce que ça va être un point que on va trouver dans le texte. C'est implicite dans le texte, pas explicite. Donc, je vais le lire. Dans la société capitaliste, le travail a changé de nature. Il est devenu aliénant. Il subordonne l'individu aux moyens de production privée. Il est dépourvu de ses valeurs humaines. Il n'y a d'autre finalité qu'une production de marchandises vénales destinée à des échanges économiques. En effet, il fait remarquer que l'ouvrier à la chaîne ne s'identifie pas ou peu à son travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À cause de la révolution industrielle, ça veut dire le ouvrier maintenant travailler dans une grande machine. Ils devenaient une partie de la machine, ils sont aliénés de son travail. Et on peut voir aussi un photographe ici pour montrer le travail aliénant dans le début du XXe siècle. Mais ça existe aussi aujourd'hui. Voilà un photographe des conditions en Chine. Et on peut voir la même chose au Canada dans des usines. C'est le travail souvent aliénant, où chaque personne n'est pas individuelle. Chaque personne devient partie d'une machine de production. Et on se trouve pas ça dans le texte, mais Walter Benjamin, qu'est-ce qu'il compare? C'est avant la révolution industrielle, pendant le temps qu'on produisait des choses à la main. C'est l'artisanat. Donc, chaque chose que la personne créait, dans un sens, c'était plus proche à la personne qui créait, parce que c'était son propre œuvre, même si c'était des choses pour faire la vaisselle ou pour des choses de tous les jours. Donc, le texte que je vais vous demander de lire, c'est un des plus grands textes sur la communication médiatisée. Mais qu'est-ce que Benjamin essaie de comprendre? C'est la signification culturelle de la première vague des médias. Ça veut dire la photographie, qui était développée dans le milieu du 19e siècle, le cinéma, avec le son, qui est devenu populaire en 1920, et après le cinéma, qui est devenu un média populaire en 1930. Donc, pour situer le contexte, ça veut dire que dans ce temps où il a écrit le texte, on avait un vague de nouvelles sortes de médias et Benjamin essaie de comprendre la signification culturelle. Et on peut faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux. Dans un sens, on est vraiment au début de la média numérique et on est encore en train d'essayer de le comprendre. Et c'est ça que Benjamin était en train de faire, de trouver la signification culturelle, sociale et politique. Donc, je vais lire. Il est de principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours être reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres pouvaient toujours le refaire. Ainsi, la réplique fut pratiquée par les maîtres pour la division de leurs œuvres, la copie par des élèves dans l'exercice du métier, enfin le faux par des tiers avides de gain. Par rapport à la reproduction mécanisée de l'œuvre d'art représente quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qui veut dire par ça? On était toujours capable de reproduire une œuvre d'art, mais on a fait ça à la main.
comme vous avez vu avec le cours magistral de Walter Ong, avec les manuscrits. C'était quelque chose fait à la main et avec cette reproduction, c'était vraiment proche à la personne qui a fait ça parce qu'il a fait ça par le biais de ses mains. Mais il va parler qu'il y a quelque chose de différent maintenant avec la reproduction mécanisée parce que c'est fait par une machine et pas un être humain. Donc, il va parler de, avant la photographie, il y avait un système de la reproduction mécanisée qui était la lithographie. Mais pour lui, la lithographie n'est pas exactement, c'est encore proche à l'ouvrier ou l'humain parce que on doit utiliser la main encore pour créer la lithographie. Et donc, je vais lire la deuxième partie. La lithographie, art de reproduire par l'impression les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras. Et voilà, c'est un exemple de la lithographie. Et de nos jours, on trouve que la lithographie, ça rapproche à l'art. Même si c'était une technique mécanique, mais selon selon Benjamin, c'était pas vraiment créé par une machine. Mais pour lui, on va parler de la photographie parce que pour lui, c'est la première forme de la reproduction mécanisée qui est vraiment proche de la création de l'homme. Pour la première fois, dans les procédés reproductifs de l'image, la main se trouvait libérée des obligations artistiques les plus importantes, qui désormais incombaient à l'œil seul, et comme l'œil perçoit plus rapidement que ne peut dessiner la main. Le procédé de la reproduction de l'image se trouva accéléré à tel point qu'il put aller de pair avec la parole. Donc maintenant, avec vos téléphones cellulaires, vous pouvez prendre une quantité de photographes. Et donc, ça est devenu vraiment banal. Mais imaginez si la première fois qu'on était capable de prendre une photographe de quelqu'un. Avant, il fallait faire une peinture de cette personne, ou un dessin, ou un lithographe. Mais maintenant, dans ce temps, dans les années 1930, c'était possible. Et Benjamin regarde ça comme quelque chose de merveilleux, dans un sens, parce que c'est tellement vite. Et voilà, je donne quelques exemples. C'est la première forme de photographe, c'était les daguerréotypes. Voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est un autre un photographe de Frederick Douglass, qui était abolitionniste. Je vous montre cette daguerréotype parce que même si ça vient du 19e siècle, ça me frappe toujours à cause du détail de sa visage et comment c'est précis. Et c'est comme ça qu'on a pris les photographes au commencement. On a pensé que c'était vraiment une réflexion de la réalité, de la vérité. Et on a déjà vu ça avec Barthes. Barthes critique cette sorte de notion de regarder la photographe. Mais au début de la photographe, on a vu ça comme ça. Et donc, Benjamin parle dans un sens, le fait que la photographe avait l'air automatique. On n'avait pas besoin de dessiner une image pour créer une reproduction de quelqu'un, comme on voit sur le daguerréotype de Frederick Douglass. Voilà, c'est notre grand photographe que je vous montre. Donc, maintenant, Benjamin dit des commentaires sur qu'est-ce qu'il arrive avec la production mécanique. Et il dit, à la reproduction même la plus perfectionnée d'une œuvre d'art, un facteur fait toujours défaut, son hic et nunc. Et ça veut dire, ça c'est le latin, et ça veut dire ici et maintenant, présence dans le temps et l'espace. Et donc, hic et nunc, c'est son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement, s'exercer son histoire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il veut dire qu'une œuvre d'art a quelque chose d'unique, parce que l'œuvre d'art, c'est unique. On n'a pas essayé de le reproduire. Et cette œuvre d'art existe dans un contexte unique, dans un temps et espace unique. Et pour lui, c'est cette hic et nunc, ça veut dire son présence dans le temps, qui crée l'authenticité d'une œuvre d'art. Donc, je vais le lire. Le hic et nunc, qui ça veut dire ici et maintenant, présence de le temps et d'espace, de l'original, forme le contenu de la notion de l'authenticité. Et le deuxième, c'est une autre traduction qui est un peu plus moderne et un peu plus claire. Donc, je vais donner une autre traduction parce que le texte original, c'est en allemand. Et parfois, c'est un peu dur à comprendre avec les traductions.
Le hic et nunc de l'original détermine le concept de son authenticité. Donc, la question de l'authenticité et médias, c'est un grand sujet maintenant dans le domaine de la communication médiatisée. Et c'est vraiment grâce à Benjamin qu'on a pensé à ça au commencement. Et Benjamin a encore cité dans ce domaine de trouver c'est quoi la problématique de l'authenticité et les médias. Donc, je continue. Elle peut, par exemple, en photographie, révéler des aspects de l'original accessibles non à l'œil nu, mais seulement à l'objectif réglable, et libre de choisir son champ, et qui, à l'aide de certains procédés tels que l'agrandissement, capte des images qui échappent à l'optique naturelle. Donc, dans ce texte, on va voir que Benjamin, dans un sens, il critique la reproduction mécanisée, parce qu'il va dire que on perd l'authenticité, mais aussi il montre qu'il y a des choses nouvelles à travers cette média. Et une des choses, c'est parce que la photographie nous donne une optique différente qui échappe l'œil humain. Et donc, voilà un premier exemple, c'est les yeux des stars dans les 1930. Normalement, les yeux, on peut pas voir ça, on peut pas couper tous les yeux de 6 femmes et mettre un et le tabuler dans ce format. Et aussi, il parle aussi de l'agrandissement de l'image. Donc, ici, c'est un exemple plus moderne, mais il montre qu'avec la caméra et la reproduction de la réalité ça change l'optique naturelle des yeux. En second lieu, la reproduction mécanisée assure à l'original l'ubiquité, donc il est naturellement privé. Avant tout, elle lui permet de venir s'offrir à la perception, soit sous forme de photographe, soit sous forme de disque. La cathédrale quitte son emplacement pour entrer dans le studio d'un amateur, le choir exécuté en plein air ou dans une salle d'audition, retentit dans une chambre. Donc, avec le commencement de reproduction mécanisée, ça veut dire la photographe ou ça veut dire les disques. Maintenant, c'était pas nécessaire d'aller dans un concert seulement pour écouter ou d'aller dans une cathédrale pour le voir. Maintenant, avec un photographe, le cathédrale vient chez nous. Donc, il dit, donc pour lui, c'était quelque chose de très révolutionnaire. Mais on retourne encore sur cette question de l'authenticité. Ces circonstances nouvelles peuvent laisser intact le contenu d'une œuvre d'art. Toujours est-il qu'elle déprécie son hikihook, ça veut dire son présence dans le temps et l'espace. S'il est vrai que cela ne vaut pas exclusivement pour l'œuvre d'art, mais aussi pour un paysage qu'un film déroule devant le spectateur. Donc, il va dire que avec les photographes, on perd le sens son présence dans le temps et l'espace, et c'est la même chose avec le cinéma, parce qu'avec le cinéma, on construit un paysage qui n'est pas vrai. Donc, on perd l'authenticité de la vraie vie, dans un sens. Et maintenant, il va continuer à parler de l'authenticité d'une chose intègre tout ce qu'elle comporte de son transmissible par son origine, sa durée matérielle, comme son témoignage historique. Ici, c'est un peu une définition de l'authenticité qu'on utilise encore de nos jours. Donc, pour lui, c'est ça, témoignage historique. Le fait que cet objet existe dans la matérialité et aussi que ça existe dans son contexte original. Et voilà, c'est une des grandes contributions de Benjamin, ces notions d'aura, parce qu'il va dire que avec la reproduction mécanisée, on perd l'aura. Et c'est quoi ce concept de l'aura? Maintenant, il va expliquer. On pourrait réunir tous ces indices dans la notion d'aura et dire ce qui, dans l'œuvre d'art à l'époque de la reproduction mécanisée, dépérit, et c'est son aura. Et voilà, je pose la question, l'aura, ça veut dire, parfois, j'aimerais que vous pensiez de cette peinture de la Mona Lisa, et on va discuter ça en cours, le contexte de cette peinture par Leonardo da Vinci et son aura. Et donc, il va dire que l'aura est vraiment liée au fait que la peinture existe dans son contexte original et aussi ça existe dans
dans un temps et l'espace. Et dès qu'on le déracine de son temps et espace et de son contexte original par le biais d'un photographe ou un film, on détruit l'aura. Et pour lui, cette destruction de l'aura est créée par la technique de reproduction. La technique de reproduction qui crée des formes multiples d'un objet ou d'une peinture. Et je vais le lire. La technique de reproduction, telle pourrait être la formule générale, détache la chose reproduite du domaine de la tradition. En multipliant sa reproduction, elle met à sa place son unique existence, son existence en série, et en permettant la reproduction de s'offrir en n'importe quelle situation au spectateur ou à l'auditeur, elle actualise la chose reproduite. Donc, on peut voir ici avec cette image de Jacqueline Kennedy, qui était la femme de Kennedy. Et c'est l'artiste Andy Warhol qui joue ici avec cette notion de la reproduction. Donc, on est selon Walter Benjamin, s'il était vivant, était capable de voir cette image dans les années 60. Il va penser que c'est un bon exemple de comment la reproduction mécanisée, dans un sens, détruit l'aura, parce qu'on voit la même femme dans une quantité qui est multiple, dans une série. Et on peut voir que qu'est-ce que l'artiste fait, Andy Warhol, pour vraiment expliquer, dans un sens, par le biais de l'art, comment la reproduction mécanisée, dans un sens, détruit l'aura ou détruit le sens de l'origine. On peut voir le lien avec la reproduction de masse et la chaîne de montage avec la révolution industrielle. Donc, on peut voir comment la reproduction mécanisée est liée à les usines, la façon qu'on crée des produits dans une série de productions. Et voilà, on voit un autre exemple de nos jours. Voilà, c'est juste un petit détail sur Andy Warhol, qui était un grand artiste. Il va parler maintenant du film. Avant, il a parlé de photographe, maintenant, on va parler du film. Ces deux procès mènent à un puissant bouleversant de la chose transmise, bouleversant de la tradition, qui n'est que le revers de la crise et de relèvement actuel de l'humanité. Ces deux procès sont en étroit rapport avec les mouvements de masse contemporains. Leur argent le plus puissant est le film. Donc, les années 1930, Benjamin ici critique le film. Il parle vraiment du Hollywood parce que pour lui, il parle de toute la machine de Hollywood. C'est une façon de, dans un sens, reproduire l'image, reproduire l'art. Et pour lui, ça déracine le contexte de la vraie vie et ça détruit l'aura. Ici, c'est juste un exemple de Hollywood dans ce temps. Donc maintenant, il va préciser plus, parce que son article, même si c'est très fameux, c'est un peu désorganisé, mais quand je vous demande de lire le texte dans le contexte original, je suis en train ici d'expliquer son argument. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par l'aura? Et maintenant, il va donner une conclusion, il va donner un résumé. Il va dire: une singulière trame de temps et d'espace, apparition unique de lointain, si proche soit-il. L'homme qui après-midi d'été s'abandonne à suivre du regard de profil d'un horizon de montagne ou la ligne d'une branche qui jette sur lui son ombre. Cet homme respire l'aura de ces montagnes, de ces branches. Cette expérience nous permettant de comprendre la détermination sociale de l'actuelle déchéance de l'aura. Donc, pour lui, l'aura est dans un sens éprouver la nature dans un contexte qui est vrai, qui est dans la réalité. On n'a pas un film ou une image qui va vous indiquer cette représentation de la nature. Donc, pour lui, l'aura va prendre seulement 4 ou 5 éléments. L'aura peut appartenir à des œuvres d'art, des phénomènes naturels et même des visages et des figures humaines. Pour lui, la présence physique de l'acteur de théâtre conserve l'aura. Donc, pour lui, l'aura, c'est la vraie vie. C'est soit une œuvre d'art dans son contexte original, les visages des humains, des figures et la nature. Et voilà, si je montre ça, je vous demande, est-ce que on voit l'aura dans la nature
il va dire non, parce que c'est pas la vraie vie, c'est une reproduction de la nature. Et voilà, l'aura est perdue. Donc, il va parler de la déchéance de l'aura. Cette déchéance est due à deux circonstances, en rapport tous deux avec la prise de conscience accentuée des masses et l'intensité croissante de leur mouvement. Car la masse revendique que le monde lui soit rendu plus accessible avec autant de passion qu'elle prétend à déprécier l'unicité de tout phénomène en accueillant sa reproduction multiple. Donc, pour lui, la déchéance de l'aura, c'est parce que les masses veulent avoir des images des cathédrales, veulent avoir des disques de musique, ils veulent avoir tous ces objets culturels et médiatiques proches d'eux. Et pour lui, c'est à cause de ça qu'on détruit l'aura, parce que maintenant, il y a beaucoup de facettes de la culture qui ne passent plus dans leur contexte original, mais sont créées par la reproduction mécanisée. Donc, il dit que maintenant, on a besoin d'avoir des objets très proches. Et j'utilise encore l'image de la cathédrale. On doit avoir la cathédrale, une image de la cathédrale dans notre propre maison. Et je vais le lire. De jour en jour, le besoin s'affirme, plus irrésistible, de prendre possession immédiate de l'objet dans l'image, bien plus dans sa reproduction. Et voilà une autre traduction qui est un peu plus claire. Chaque jour se fait plus irrésistiblement sentir le besoin de rendre l'objet possessable par une proximité toujours plus intime dans une image, mieux dans une illustration, dans sa reproduction. Donc, je donne un exemple qui vient plus du 19e siècle, que on pourrait avoir un objet de quelqu'un qui est proche de nous, on peut le mettre dans notre poche. Mais ici, on peut voir que ça éclate maintenant, les idées de Benjamin. C'est vraiment, ça éclate de nos jours avec les téléphones cellulaires. Parce qu'avec les téléphones cellulaires, on peut avoir accès à milliers d'images et de vidéos qui sont tellement proches à nous qu'on peut porter dans nos poches. Et voilà, on voit que, et je répète, rendre l'objet possessable par une proximité toujours plus intime. Et maintenant, il va parler de l'appareillage et le cinéma. L'appareillage permet au public d'accéder à la performance de l'acteur du cinéma, mais n'est pas tenu de la respecter intégralement. Sous la direction du caméraman, il prend continuellement position par rapport à cette position. La suite des prises de vue composées par le monteur à partir du matériau qui lui est livré forme le film monté définitif. Qu'est-ce qui veut dire ça? Si vous vous rappelez, Benjamin a dit que l'acteur, dans le contexte de théâtre, ça préserve l'aura. Mais dès que l'acteur est soumis par l'appareillage du caméra, c'est pas les gestes d'un être humain maintenant qui devient la communication, mais c'est le caméra. Et ça veut dire que l'acteur devient dans un sens prise par une machine qui reproduit ses gestes. Et ça, c'est l'appareillage du caméra. Et maintenant, on va expliquer, il comprend une certaine quantité de mouvements qui, en tant que tels, doivent être reconnus comme des mouvements de caméra, des angles de caméra, des gros plans, sans parler des plans spéciaux tels que le gros plan. Ainsi, la performance de l'acteur est-elle soumise à une série de tests optiques? Voici pour la première conséquence induite par l'usage des machines chargées de transmettre la performance de l'acteur du cinéma. Donc ici, on répète dans une autre façon, qu'est-ce que je viens d'expliquer, que toutes les techniques du caméra, comme les angles de caméra, des gros plans, ça veut dire ça dans un sens, l'acteur devient partie de cette grande machine. Et c'est une autre forme de la reproduction mécanisée. Et ça détruit l'aura de l'acteur et l'humain dans un contexte de temps et l'espace. Je vous demande, vous pouvez regarder ces deux vidéos soit en anglais ou français. C'est une annonce de Chanel. On va parler ça au cours. Et j'aimerais que vous regardiez ça pour voir comment est-ce que le caméra, dans un sens, détruit l'aura, ou comment est-ce que le caméra construit l'acteur, les effets du caméra, ou l'appareillage du caméra. Et la deuxième conséquence réside en cela qu'on n'expose pas lui-même directement sa performance au public.
L'acteur du cinéma perd durant la représentation la possibilité réservée à l'acteur de théâtre d'adapter son jeu au public. Donc, il va dire que maintenant, l'acteur, parce qu'il est pris par le caméra, il peut pas improviser, donc comme l'acteur peut faire dans un théâtre. Et je continue. Ce dernier se retrouve alors dans la situation d'un expert qui ne dérange aucune espèce de contact personnel avec l'acteur. Le public ne l'identifie à l'acteur qu'en tant qu'il s'identifie à l'appareillage. Il adopte par conséquent son attitude. Il fait passer un test. Donc, c'est intéressant qu'est-ce que Benjamin dit ici. Il dit que le public, en vérité, connaît pas l'acteur. L'acteur, c'est l'acteur qui est créé par le biais du caméra. Donc, on s'identifie à l'appareillage, à la machine, mais pas à la personne. Pour montrer encore que comment le cinéma détruit l'aura, l'expression unique d'un acteur dans un temps et l'espace unique. Donc maintenant, j'aimerais que vous regardiez le clip que j'ai déjà montré pour expliquer les idées de Barthes. C'est un clip qui vient de Romeo and Juliet. Et j'aimerais que vous regardiez ça pour voir comment, et on va en discuter la semaine prochaine ou dans 2 semaines, comment le caméra, dans un sens, crée les acteurs, ou comment le caméra travaille pour être le biais entre les corps physiques et les gestes des 2 acteurs et qu'est-ce qu'on reçoit en tant que public. Un film achève n'est rien moins qu'une création d'un seul jet. Il se compose d'une succession d'images parmi lesquelles le monteur fait son choix, images qui de la première à la dernière prise de vue avaient été à volonté retouchables. Donc, encore pour Benjamin, le film est un fond de médias, c'est nouveau. Donc, il parle de comment c'est pas vraiment comme si une personne crée une illustration. Non, dans cette communication, il y a une équipe de personnes qui travaillent ensemble pour créer l'image ou créer le film. Et selon lui, encore, ça détruit l'aura parce que on voit que c'est pas juste un ouvrier qui crée quelque chose lui-même, mais ça crée un peu, selon lui, un travail aliénant, un peu comme si on travaille sur une grande machine dans une usine. Maintenant, il va parler de culte de star. Comme le culte de star, pour lui, c'est la manière dont Hollywood rétablit un peu la notion de l'aura, mais c'est une aura qui est complètement faux. Le cinéma répond à l'affaiblissement de l'aura par la construction artificielle à l'extérieur du studio d'une personality. Donc, il utilise le mot en anglais. Le culte de star, encouragé par le capitalisme du cinéma, entretient ce charme magique de la personnalité, désormais perverti depuis longtemps par sa dimension mercantile. Donc, il dit ici, parce que dans un sens, le public identifie pas avec une personne, mais avec le caméra qui crée la personne, on a perdu cette notion d'aura. Donc, il dit que c'est le studio qui crée cette notion de personnalité, de star, mais c'est complètement artificiel. C'est une sorte de reproduction de l'être humain dans un sens, une reproduction de l'intégrité de l'être humain. Donc, je juste donne quelques images. Maintenant, aujourd'hui, on peut penser à ces 2 acteurs. Maintenant, ils sont plus ensemble, mais comment on crée des cultes de stars d'aujourd'hui avec des différentes personnalités. Donc, selon Benjamin, on va dire non, on connaît pas c'est qui vraiment Angelina Jolie et Brad Pitt. C'est à travers le caméra, à travers le grand machine d'Hollywood qu'on crée des personnalités. Et l'aura de ces personnes n'existe pas en vérité. C'est juste quelque chose qui est créé par la machine de Hollywood. Maintenant, on va parler de l'influence psychanalyse. Dans le temps, les idées de Freud étaient très importantes. On en parlait souvent de psychanalyse. Et Benjamin va créer des liens entre la psychanalyse et la reproduction mécanisée. Au coup d'œil, à la psychanalyse illustre sous un autre aspect. Le cinéma a effectivement enrichi notre univers perceptible en usant des méthodes qui peuvent rapporter à celles de la
théorie freudienne. Donc ici, il va dire que on peut voir des liens entre le cinéma et Freud. Mais qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? J'aimerais que vous lisez cette partie. Voilà, on parle de l'inconscient ici, on parle de nouveau inconscient et un nouveau inconscient. Et j'aimerais que vous regardez ce film. C'est juste une sélection de Blade Runner. Et j'aimerais qu'on discute ça ensemble. Je vais vous mettre en groupe. Et à la fin, en conclusion, je vais vous poser une question. Donc, je vais lire juste en terminant. Benjamin essayait de comprendre la signification culturelle de la première vague des médias, la photographie et le film. Et on peut dire que la perte continue de l'aura dans les médias numériques. Donc, je vous pose ces questions. J'aimerais que vous y pensiez. Les médias numériques créent-ils un nouveau sens de l'aura? Donc, je vous remercie pour écouter et je vous vois en 2 semaines.